On se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On va juste écouter Marine Le Pen. Elle s'est exprimée il y a à peu près 1 heure. Elle sortait de l'audience de son procès, la fin de son procès. On aura le jugement le 31 mars prochain. Elle a expliqué que sa situation judiciaire n'aurait aucun impact sur les décisions politiques qu'elle pourrait prendre dans les prochains jours, c'est-à-dire sur la motion de censure. Écoutons-la. Zéro conséquence politique. Voilà, il y a zéro conséquence politique au fait d'attendre le résultat d'un jugement. Et si j'ai pu lire de ci, de là des analyses indiquant que les choix politiques que j'ai à faire comme chef de présidente de groupe à l'Assemblée nationale seraient impactés par ce délai, je tiens à vous rassurer tout de suite, c'est totalement faux. Je ferai ce que j'ai à faire dans le cadre de la défense des Français. Et ce procès qui intervient n'entre aucunement en considération. Voilà pour la mise au point de Marine Le Pen, qui a quand même à la fin de cette déclaration affirmé que le budget de M. Barnier était mauvais, injuste et violent. Donc ça donne un petit peu la tonalité de ce qui risque de se passer dans les prochains jours. On va juste écouter, je vous repasse la parole ensuite, ce qu'en pensent les Français. Est-ce qu'ils sont inquiets ou pas de ce risque de motion de censure, de ce gouvernement que pourrait être renversé à la veille de Noël, puisqu'on rentre dans la période de Noël? Écoutez-les, ils ont été interrogés aujourd'hui par Fabrice Elsner. C'est très angoissant en fait de se dire que on peut se retrouver dans une situation très compliquée pour nous aussi, pour tout contribuable. Donc c'est vrai que c'est très angoissant. Moi je trouve ça très angoissant. Donc j'espère que ça ne va pas se faire. Je crains qu'il soit censuré effectivement parce que les deux oppositions ont l'air de s'entendre pour ça et même la majorité ne le suit pas parfaitement. Donc tout est possible. J'espère néanmoins qu'il tienne le coup. Simplement, je déplore que nous soyons dans un tel état d'abandon de la responsabilité politique et sociale. On a eu un gouvernement hyper différent entre Attal et celui de Barnier. Je me demande juste qu'est-ce qu'on va pouvoir avoir en fait. On a eu un gouvernement bien à gauche au début, maintenant bien à droite avec Barnier. Qu'est-ce qu'on va avoir s'il est censuré? On est un peu perdu en fait. Je sens que c'est un gros spectacle et ça me dit plus rien. J'ai même plus envie de les suivre quoi. J'ai même plus envie de les suivre, dit ce monsieur. Ils ont un peu raison, Arnaud Benedetti. On ne sait plus à quel sens se vouer, honnêtement. On a un gouvernement qui est tombé en 2 mois. Moi, si vous voulez, je ne suis pas de ceux qui vont jeter la pierre à ceux qui exercent leurs responsabilités parlementaires. Finalement, déposer une motion de censure, c'est un droit constitutionnel, c'est un droit parlementaire, et s'y associer, évidemment, c'est un droit constitutionnel et un droit parlementaire. Donc, de ce point de vue-là, le vrai sujet, c'est les causes du problème, c'est ce qui nous a amenés à cette situation. Et ce qui nous a amené à cette situation, c'est d'abord, en effet, sur le plan budgétaire, des budgets qui n'ont pas été maîtrisés ces derniers mois. Et je pense qu'il y a une partie de l'électorat, peut-être macroniste, qui devrait se poser des questions sur, finalement, je veux dire, la façon dont Emmanuel Macron et ses gouvernements successifs ont géré la trajectoire budgétaire. Ça, il y a une vraie question là-dessus. Et le deuxième sujet, il y a une responsabilité politique. Et la responsabilité politique, c'est finalement la dissolution. Clairement, qui a décidé de la dissolution? C'est le président de la République. Donc je crois qu'il faut pas il faut toujours en revenir à la cause racine, comme disaient les ingénieurs, du problème. Et c'est comme ça peut-être qu'on arrive à trouver des solutions. Laetitia Guinan. Oui, et si on en venait aussi à la situation actuelle, parce qu'effectivement ils peuvent faire ce qu'ils veulent, mais à un moment donné il y a une question quand même de responsabilité collective. Et puis ils pourraient faire une trêve. Bientôt il y aura la trêve des confiseurs, mais on pourrait faire une trêve en se disant on reprendra nos agendas respectifs. Et pour l'instant on se soucie collectivement du bien-être de la France et des Français. Et puis on fait des compromissions ou des compromis, nous. Alors ça, je reviens avec ma casquette suisse. La casquette franco-suisse, avec ma casquette franco-suisse, mais avec ma casquette suisse où on a, depuis presque 30 ans, la droite dure, dite dure, qui est à 30%. Exact, c'est à peu près les mêmes proportions qu'à l'Assemblée nationale et au Sénat. Mais on la laisse gouverner. Non, alors non, ils font des compromis. Oui. Alors sur chaque texte, et en plus il y a les référendums d'initiative populaire. Bien sûr, mais ça c'est tout le système suisse. Effectivement, chacun contrôle chacun. Tout le monde se tient par la barbichette et le peuple, au final, a l'impression qu'il gouverne quand même plus que Mais les autres. c'est pas une impression. C'est pas une impression, c'est une réalité. En tout cas, c'est cathartique. Mais c'est vrai qu'ils savent quand même dealer des En France, on a l'impression d'être les dindons de la farce, vous voyez. À la différence des Suisses qui ont le sentiment de gouverner, nous on se dit, on est les dindons de la farce et on est baladés en fait. On est les dindons bientôt pour Noël. Alexandre Devecchio.
Oui. Ah bah il sait plus quoi dire. Non, mais ça y est. on a dit beaucoup de choses sur la censure. Effectivement, Bon, bah, on rejoint tout ce qu'a dit Arnaud Benedetti. Effectivement, on a une crise politique avec des points de vue peut-être irréconciliables. Donc, Marine Le Pen a construit sa carrière politique en défendant l'électorat populaire et les classes moyennes. Cet électorat-là ne comprendrait pas qu'elle vote le budget. Donc, ça me paraît assez naturel, si vous voulez, qu'elle ne vote pas. Je le rejoins aussi, Arnaud Benedetti, pour dire que le responsable de cette situation, c'est le président de la République. Et en réalité, c'est le seul à pouvoir dénouer cette crise politique en démissionnant. Et vous verrez, je sais que vous n'y croyez pas, mais que c'est un débat qui va se poser. Et sur le lien entre les affaires de Marine Le Pen et l'accélération du calendrier électoral, enfin le choix de censurer. On peut dire, bah non, elle mêle son calendrier judiciaire propre avec les affaires politiques du pays. Mais moi, je pense que c'est une question politique. Si jamais on ne pouvait pas avoir un vrai débat démocratique avec la candidate qui représente une grande partie des Français, ce serait un vol de la souveraineté du peuple. Donc, il est naturel qu'un candidat souverainiste fasse tout pour empêcher que la souveraineté des Français soit bafouée. Oui, mais quitte à semer un bazar absolu, le bazar, encore une fois... Oui, mais encore plus, Geoffroy Lejeune. Le bazar, on y est. Moi, j'avoue que je ne suis pas pressé du moment où Emmanuel Macron devra nommer un nouveau Premier ministre, qui de lui devra, à nouveau, pendant au don de ses ou, qui lui-même devra, pendant des semaines et des semaines, construire, bâtir consulter déjà. Consulter pour bâtir un gouvernement. Michel Barnier, d'ailleurs. Mais ça n'aurait pas de sens de non, mais c'est vrai que tout ça est très compliqué. Après, pour terminer, comme Alexandre a terminé son propos, il y a un argument qui a été utilisé par Marine Le Pen qui m'avait beaucoup frappé, c'est que peut-être le paroxysme de la crise, ce serait une élection présidentielle sans elle, avec un président élu lui-même avec ce manque de légitimité de ne pas l'avoir affronté elle. Et là, pour le coup, je pense que là, on aurait touché le fond. Bon, ce serait un déni de démocratie, c'est pas possible, c'est pas entendable. Et je crois que vraiment la France, non seulement aujourd'hui elle est en crise, mais je pense que là, les Français ne le supporteraient pas, que justement elle ne soit pas... en ligne pour une élection présidentielle. Alors que les Français ont tellement de chantiers en cours. On parle de l'économie, on parle du risque financier, on parle de la sécurité, de la justice. Je voudrais juste qu'on réécoute Béatrice Brugère, qui est magistrate, qui était l'invitée ce matin de Sonia Mabrouk sur CNews et Europe 1, qui pose un diagnostic lucide, limpide sur l'état de la justice et ce qu'il faudrait faire pour améliorer les choses. Écoutez-la et on en débat ensuite. On ne s'est pas adapté aux mutations criminelles qui sont les nôtres. Nous avons un rajeunissement sur la violence, y compris la violence des mineurs qui sont embrigadés dans des réseaux criminels. Nous avons des mineurs qui ont une violence de plus en plus débridée, sans complexe, qui n'ont pas peur de venir s'attaquer à des choses extrêmement de l'autorité. On le voit avec la multiplicité des infractions contre les gendarmes, la police. On voit très bien que les mineurs aujourd'hui se sentent un peu, pour certains, c'est une minorité dans la toute puissance, et nous n'avons pas adapté nos réponses pénales. Aujourd'hui, il faut retrouver la légitimité. C'est pour ça qu'il faut être à l'écoute des attentes. La justice, elle est au service des citoyens. On n'est pas là que pour faire du droit, on est là pour rendre justice. Et il y a un écart entre appliquer la loi et rendre justice. Et cet écart, c'est toute l'intelligence de situation, du discernement. Et là, il faut qu'on retrouve notre légitimité. Je sais qu'on a besoin de voix aussi claires, aussi limpides sur ces sujets-là, Geoffroy Lejeune. Alors, tout ce qu'elle dit est une évidence. Oui, je suis d'accord avec vous, elle porte très bien ce message. Je l'ai écouté ce matin. Je suis absolument d'accord avec son diagnostic sur la société. Je trouve qu'en effet, il est très lucide, etc. Maintenant, quand vous écoutez Béatrice Brugère, vous parlez des solutions pour la justice. En réalité, quand elle pointe des responsabilités, elle ne pointe que des responsabilités politiques. C'est-à-dire que c'est assez intéressant d'ailleurs de voir que on a tous le sentiment que notre justice est malade, qu'elle ne fonctionne pas, que la peine n'existe pas ou n'a pas de sens, qu'elle ne règle pas le problème de la violence dans la société. Et je pense que c'est assez compliqué d'aller contre ce diagnostic-là. Et quand vous allez chercher des responsabilités, notamment en lui posant la question à elle, alors c'est une magistrate, je ne sais pas si elle représente tous les magistrats, mais c'est une des rares qui a le droit de parler puisqu'elle est syndiquée. Elle vous explique que le pouvoir, enfin c'est le Parlement, les parlementaires qui depuis des décennies ont organisé le système dans lequel on est aujourd'hui, et que finalement c'est trop facile d'incriminer tel ou tel magistrat sur telle ou telle décision. La réalité, c'est qu'en fait on a voulu, nos responsables politiques,
politiques ont voulu le système dans lequel on est aujourd'hui. Et maintenant, la question est-ce que... Bien sûr que nous, on les souhaitait, mais en tout cas, nous, on ceux s'est qui pas nous rendu compte, dirigent... c'est sûr. Oui, C'est on comme s'est pas la rendu grenouille, compte. vous savez, qui tombe dans l'eau quand elle est froide, et puis petit à petit, la température de la marmite augmente. C'est quand même les parlementaires qui doivent décider des lois. Enfin, je veux dire, le législatif... Je suis d'accord avec ça. Donc, on a tendance dans le débat public français de dire tel juge est insupportable, regardez, c'est lui, comment il s'appelle, etc. Et on tape sur la responsabilité des juges. Alors, je suis d'accord avec le fait que ce soit pas normal que cette profession n'ait pas de responsabilité. Juste, c'est d'abord les politiques la responsable. Pardon. Mais je suis d'accord, mais c'est vrai que alors, je pense qu'il faudrait scinder, parce que ce problème de cette violence, et notamment chez les jeunes, elle touche à tout. C'est les jeunes qui vont après s'embrigader effectivement dans des réseaux de narcotrafiquants parce qu'ils sont moins pénalisables, parce qu'ils sont contents. Il y a toute cette violence du droit à l'offense qui gagne partout. Mais je pense que là, c'est vraiment un problème qu'on doit prendre en tant que tel. Il y a le problème des réseaux sociaux, parce que ça contamine. Encore une fois, je dis, c'est partout. D'ailleurs, l'Australie vient de légiférer pour dire interdiction des réseaux sociaux. C'est pas uniquement le mal qu'on lit sur les réseaux sociaux, c'est effectivement des trafics de couteaux, c'est se créer un mythe du jeune offensé, je refuse tout, je vais me battre, je vais planter, etc. C'est toutes ces choses-là qu'il faudrait barrer. Et ensuite, la prison, certes, mais la prison, c'est un problème. Enfin, les jeunes, encore une fois, jusqu'à preuve du contraire, aujourd'hui, et je vois pas tellement que les choses puissent changer, quand on les met en prison, ils retrouvent exactement les mêmes réflexes que dans leur cité. Et donc, ils vont aussi, et voir, c'est une école du crime, ils vont passer à l'échelon supérieur. En revanche, je pense qu'il y a une réflexion aussi à avoir sur les durcissements des peines pour les dealers, par exemple, si on est dans le narcotrafic, de pouvoir briser, là, avec, y compris dans le fait d'acheter des juges, dans la corruption, je perds vraiment mes mots. Dans la corruption, là aussi, il faudrait avoir une tolérance absolument zéro, avec effectivement des peines qui soient beaucoup plus fortes, incompressibles, et des peines exemplaires. Et que, effectivement, les narcotrafiquants ne soient pas en prison en train de passer leurs ordres. Avec leur site téléphone portable. L'embrigadement des jeunes mineurs qu'elle pointe aussi, que nous pointons, nous, en tant que travailleurs sociaux, il est majeur. Il est vraiment majeur. Et moi, je n'arrive pas à comprendre, vraiment, qu'aujourd'hui, nos parlementaires ne répondent pas à cela. Les émeutes de l'année dernière, de juin 2023, 50% étaient des mineurs. Et pourtant, on n'a rien fait. Donc pourquoi il n'y a pas une politique familiale digne de ce nom qui permet de responsabiliser encore une fois les parents ? Le Danemark le fait. Ça ne devrait pas être un tabou. Mais on sent que dans notre pays, c'est un tabou, alors que le Danemark l'a fait, notamment en responsabilisant le parent. Il y a des poursuites pénales, il y a une surpression des allocations familiales, il y a une expulsion des quartiers, parce que les quartiers auraient besoin que soient expulsées les familles délinquantes pour assainir ces quartiers. Je suis d'accord. Un plan Marshall, ça fait très très longtemps qu'il devrait être effectivement mis sur pied, et pas uniquement parce que le problème, c'est effectivement des jeunes qui sont plus influencés par leur père, encore des AIRS, que par leurs parents. Ce plan Marshall, les politiques qui répugnent depuis des décennies parce que voilà, ça va fâcher, etc. Et là, on revient à l'impéritie politique. Bien sûr. J'aimerais qu'on garde quelques minutes pour la fin pour évoquer Boualem Sansal. Arnaud Benedetti, vous êtes mobilisé pour la libération de Boualem Sansal. On a un papier écrit par Michel Onfray dans le JD News de cette semaine qui plaide évidemment pour sa libération. Est-ce qu'on a des nouvelles depuis qu'il est passé devant la justice algérienne ? Je fais très attention parce que vous savez, les informations peuvent bouger et puis... c'est très difficile d'obtenir des informations en ce moment en Algérie sur ce sujet-là. Il semblerait que l'avocat associé au bâtonnier d'Alger ait pu rencontrer hier Boualem Sansal. Apparemment, il avait l'air d'aller, mais là, encore une fois, je prends toutes les précautions qui s'imposent, parce que c'est, encore une fois, parfois des informations contradictoires. Il est détenu dans une prison qui est difficile, manifestement, d'après ce que l'on sait, pas dans une des prisons les plus faciles. Après, on sait qu'un mandat de dépôt lui a été notifié par le juge devant lequel il a été présenté, avec les chefs d'inculpation les plus graves qui soient, en ce qui concerne le code de procédure pénale algérien. Donc, il a la possibilité de faire appel d'ici une semaine, mais on a véritablement peu d'espoir, en l'occurrence, à ce que l'appel, je veux dire, sur la décision de dépôt soit accepté par le magistrat. Donc, ce qui importe aujourd'hui, c'est de se mobiliser, bien évidemment, et c'est ce qu'on fait au niveau de notre comité. Merci à tous. Merci Geoffroy, Naïma, Arnaud, Laetitia, Alexandre Devecchio. Dans un instant.